Voilà, depuis de nombreuses années, l'Observatoire NetExplo peut compter sur des partenaires de taille, des partenaires historiques. Et l'un d'entre eux est la Villa Numéris. Vous avez son logo qui est juste là au-dessus. Pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit d'un think tank, nouvelle génération, qui promeut un modèle ouvert et européen du digital tout en mettant l'humain au centre des réflexions. Le but est vraiment de permettre aux décideurs de pouvoir comprendre et d'anticiper, d'agir en conséquence également et sensibiliser pour donner du sens aux organisations. Je vais vous laisser en compagnie de David Lacomblède, le président de la Villa Numéris et ses invités. 5 ans après l'entrée en vigueur du RGPD, ils vont tenter de dresser un premier bilan parce qu'on ne pouvait pas parler de données sans parler évidemment de la protection des données personnelles. Merci de les accueillir. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous revoir. Peut-être avant de commencer, en votre nom à tous, j'aimerais adresser, parce qu'on arrive au terme de cette matinée, adresser des remerciements collectifs aux équipes de NetExplo pour la qualité de cette matinée, si vous le voulez bien. Merci Thierry, merci Guillaume et merci à chacune et à chacun d'entre vous. Je vous propose d'accueillir Juliette Rouillot-Sicre, qui est vice-présidente au sein du groupe Thales en charge du Legal IP, c'est-à-dire de la protection intellectuelle, du cyber et de la data. Et Nicolas Rieul, qui est vice-président Europe de l'Ouest de Criteo. Et avec eux, nous voulons vous proposer une table ronde sur les 5 ans du RGPD, puisqu'on va le célébrer le 25 mai prochain. Et on voulait voir au sein de la Villa Numéris s'il y avait lieu de le fêter. Effectivement, on peut s'enorgueillir en Europe d'avoir un texte qui s'applique sur tout le continent, qui nous permet de se distinguer sur la scène internationale face aux deux puissances particulièrement efficientes en matière numérique que sont la Chine et les États-Unis, avec un profond respect des droits élémentaires des consommateurs, qui définit également un cadre concurrentiel stable. Néanmoins, on veut voir si on n'est pas un peu trop zélé dans l'application même de ce texte, en particulier dans un pays comme la France, parce qu'on le voit bien, on a affaire à des entreprises qui parfois s'autocensurent dans la mise en œuvre de projets, au risque parfois de brider leur création, leur innovation, leur inventivité. Et c'est tout le lieu des travaux qu'on va mener dans les semaines qui viennent, avec des rencontres, des auditions d'experts, de personnalités, une consultation publique qui est d'ores et déjà ouverte et je vous invite toutes et tous à y répondre par le biais de notre site ou d'un lien court lvn.link/rgpd, lvn.link/rgpd, et vous trouverez l'adresse tout à l'heure dans les documentations qui vous seront remises à l'issue de nos travaux. Sans plus tarder, j'aimerais rentrer dans le vif du sujet en vous posant une question toute simple. Après 5 ans d'application, quel est le premier bilan, Juliette, que vous tirez de ce règlement général de protection des données ? Merci beaucoup David. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi je pense qu'on peut le fêter, cet anniversaire. Je sais pas si l'avis est peut-être pas partagé par tous, mais je pense qu'on peut le fêter. D'abord parce que quand même l'Union européenne a réussi à faire une loi à portée extraterritoriale, ce qui n'est pas toujours le cas. Et donc pour une fois, l'Union européenne a sorti une loi avec un certain nombre d'exigences, pas seulement valables pour les Européens, mais aussi valables pour toutes les entreprises qui ciblent finalement des produits et des services à destination de l'Europe. Donc c'est plutôt très positif, je trouve. Donc oui, je pense qu'on peut le fêter. Je pense qu'on peut le fêter aussi parce que globalement, ce texte a quand même eu un certain nombre de mérites. Et notamment, il a eu le mérite de faire monter en compétence un certain nombre d'acteurs sur le sujet de la protection des données personnelles. Et on le voit avec les tables rondes qui se sont succédées tout au cours de cette matinée, que la protection des données personnelles, c'est un enjeu majeur
Aujourd'hui d'ailleurs, encore plus finalement qu'il y a 5 ans, 2018, avec l'accélération de la transformation numérique des entreprises, avec l'accélération des projets autour de l'IA. Donc on voit que c'est absolument clé et qu'il y a cette montée en compétences nécessaire. Et c'est vrai que grâce à ce texte quand même, on a vu un niveau de maturité beaucoup plus important des différents acteurs sur le sujet. Donc je pense qu'effectivement c'est plutôt un texte positif. Voilà. Et de toute façon, je pense que les entreprises ont intérêt à le prendre comme un élément positif qui renforce la confiance que leurs clients peuvent avoir dans leurs produits et services. Nicolas, du côté de la plus ancienne des licornes françaises. La première, une vieille licorne. Alors, toutes les grandes entreprises ont été des start-up de leur temps. Ça se fait ou pas le RGPD ? Je rejoins absolument ce qui vient d'être dit sur ce sujet. Je pense qu'il faut, pour faire un bilan, il faut se poser la question de quel était l'objectif de départ, et il y en avait plusieurs, je pense. Sur un objectif purement lié à la protection des droits fondamentaux, je pense qu'on a quelque chose qui est vraiment réussi, dans le sens où effectivement on s'aligne à 27 États en Europe. C'est une régulation, elle est censée s'appliquer de la même façon dans chaque pays. On a inversé la responsabilité. Je pense que vraiment, il y a une prise de conscience dans chacune des entreprises à tous les niveaux. Moi, je suis en charge des activités commerciales chez Criteo. Mes équipes sont sensibilisées à ces sujets. Ce n'est plus l'affaire de seulement une équipe légale, des DPO, etc., qui sont évidemment experts pour accompagner. Mais voilà. Et c'est vrai, je pense même à la plus petite association de quartier qui, à un moment, gère des fichiers d'emailing, etc. Donc, ce point de vue-là, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience dans chacun des actes économiques ou non d'ailleurs, qui sont effectués. Et ça, c'est plutôt positif. Un autre objectif était celui de la création du marché unique numérique européen. On a un marché unique en Europe. Comment, c'est aussi une réalité au niveau du numérique. Comment je parle le même langage légal sur tout le territoire européen, parce qu'on connaît la force d'un marché comme le marché chinois ou le marché américain, c'est qu'il y a un marché intérieur très important qui permet de scaler dessus. Donc, on ne parle pas tous la même langue en Europe, mais si on parle la même langue légale, en tout cas, on va pouvoir scaler plus facilement nos business. De ce point de vue-là, en interne, et pour une société comme Criteo qui est présente dans tous les pays européens, ça permet d'avoir, pour nous, une même façon de gérer tous les pays. C'est quand même très pratique. D'un point de vue maintenant, si j'étais un peu plus mitigé, et ce sur quoi il faut travailler et améliorer, on a des problèmes d'interprétation différentes au niveau local. C'est ça ce dont on s'aperçoit dans les différents pays européens, parce qu'on a des autorités de protection des données au niveau local qui interprètent le texte potentiellement de façon différente. Et c'est là où on va être un peu plus mitigé potentiellement, parce que l'idée, c'était bien d'avoir une application du texte qui est la même partout pour aussi ce qui est du business, et qu'on puisse, tout en respectant les droits fondamentaux des utilisateurs. Et c'est là où, effectivement, potentiellement, on pourra peut-être y revenir, on va avoir des différences d'application qui peuvent avantager, qui posent des problèmes notamment concurrentiels et qui peuvent avantager certains acteurs plutôt qu'un autre, parce que j'ai mon siège en France, je suis potentiellement désavantagé par rapport si j'ai mon siège en Espagne ou à Dublin, par exemple. Et ça, il nous semble que c'est un vrai problème. Et par ailleurs, on est un acteur de la publicité en ligne, Criteo, et évidemment, un élément clé, et c'est vraiment pas le seul, mais il est très visible et tout le monde est pour l'utilisateur, tout le monde pense aux bannières, évidemment, de consentement RGPD qui sont sur tous les sites médias. C'est venu renforcer la façon dont on demande le consentement à l'utilisateur. Ça a été évoqué dans la table ronde précédente. Le choix est maintenant beaucoup plus clair. En France, sur n'importe quel site média, vous pouvez accepter ou refuser en un seul clic, sans aller chercher très loin, si vous souhaitez de la publicité personnalisée. Et donc ça aurait pu être une mesure d'inquiétude pour les acteurs de la publicité digitale plus globalement. Et en réalité, quand on donne le choix à l'utilisateur, il accepte, il plébiscite en très grande majorité la publicité personnalisée à 60, 70, 80, 90% des cas selon les sites. Et ça donne finalement on a renforcé le choix au niveau de l'utilisateur, et ça permet aussi de faire du business en beaucoup plus, en toute sérénité.
Alors Nicolas parlait des différences d'appréciation et d'application, ne serait-ce que dans les différents pays européens. Alors, il faut bien voir que les CNIL européennes n'ont pas chômé. Hein. En 2022, ce sont 438 amendes au niveau du continent qui ont été administrées, si je puis dire, pour un total de 800 millions d'euros. Et la France se classe sur le podium, puisqu'avec seulement 9 amendes, ce sont 25 millions qui ont été donnés en amende juste après la Grèce. Est-ce que ce n'est pas de nature à tétaniser néanmoins les entreprises? On voit bien qu'il y a une certaine forme de rigueur et qui a été rappelée récemment, et ça tombe un peu de rue. Alors effectivement, alors je ne sais pas si ça c'est les tétanismes, parce qu'en fait, de toute façon, les entreprises sont là pour faire du business et en toute conformité avec les réglementations applicables. Donc de toute façon, on en prend acte. Néanmoins, c'est vrai que les sanctions augmentent significativement. Alors je pense qu'il faut mettre un peu de côté aussi dans ces chiffres les amendes infligées aux géants américains qui biaisent un peu les chiffres quand même effectivement des CNIL européennes. Mais effectivement, le montant des sanctions, en tout cas encourues même de manière potentielle, si on prend juste effectivement le terme du RGPD, est extrêmement important. C'est vrai qu'on n'est pas complètement certain que ce montant de sanctions soit la seule manière de s'assurer de la conformité des entreprises. Je pense qu'effectivement, et ça vient d'être dit aussi, la vision aussi qu'ont les consommateurs, qu'ont les clients de la protection des données personnelles faite par une entreprise est clé. Finalement, bien plus en termes d'image qu'une sanction. Ça, enfin, je pense que c'est encore mieux. Mais effectivement, ce montant des sanctions est très important, presque peut-être trop important, et surtout, on voit que ce montant de sanctions, qui est finalement un pourcentage du chiffre d'affaires qu'on pouvait connaître depuis d'ailleurs longtemps en droit de la concurrence, par exemple, devient un peu la norme au niveau européen, parce que tous ces derniers textes autour de la data, plus généralement, prévoit également des sanctions et également sur le même modèle. Donc c'est vrai qu'il y a en tout cas ce qui tétanise, pour reprendre David votre terminologie, ce qui tétanise plus les entreprises aujourd'hui, c'est justement ce foisonnement de régulation, pas toujours établi de manière complètement coordonnée et cohérente, avec à chaque fois deux points majeurs, la mise en place de sanctions, qui donc pourrait, le cas échéant, être cumulatif, ce qui là effectivement laisse entrevoir des perspectives pas très joyeuses, et la création d'autorités administratives indépendantes, qui là, pour rebondir sur ce que vient de dire Nicolas, pourraient elles aussi avoir des visions différentes et pas forcément être coordonnées entre elles. Donc ça, effectivement, ça tétanise les entreprises. Nicolas, est-ce qu'il n'y a pas d'autres critères à imaginer pour valoriser les bonnes pratiques et ne pas être que dans la sanction et la peur du gendarme ? Il y a un vrai sujet d'accompagnement des entreprises, je pense. Ça a été très lourd en termes d'investissement pour toutes les entreprises, et je pense que tout le monde doit se reconnaître, puisque c'est tous les secteurs, évidemment, que ça concerne. Beaucoup plus d'accompagnement, surtout dans un cadre où, je rentre un peu dans ce qui s'est passé juridiquement, mais en gros, le RGPD est arrivé il y a 5 ans. On aurait dû avoir en même temps une mise à jour de la directive e-privacy, et qui aurait dû un règlement e-privacy, et qui aurait dû préciser beaucoup de choses sur le digital en réalité. Et donc on est resté sur quelque chose de très large qui a laissé l'interprétation, une interprétation large. Et c'est là où on a besoin d'accompagnement, parce que si on a beaucoup de sanctions, est-ce qu'on peut mesurer, est-ce que c'est un KPI de mesure de succès du RGPD, en tout cas de l'activité du régulateur, ça c'est sûr, mais c'est aussi un échec, parce qu'il y a la majorité des entreprises, et moi je pense au secteur de la publicité en ligne, sont de bonne foi et voilà, ils veulent appliquer les choses. Ils ont un haut niveau de protection. En tout cas, chez nous, chez Criteo, c'est important. Je vous donne un exemple. Les données qu'on utilise ne sont que des données pseudonymes. Donc c'est un niveau de protection qui est vraiment privacy by design, parce qu'il faut toujours mettre en regard de la protection des données le risque en face. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour l'utilisateur à la fin? Quel est le risque pour la violation de sa vie privée? Quel est le dommage au final? Est-ce que la base de données va être volée et mise sur le darknet et au vu de tous, et les gens vont apprendre des choses sur les personnes? Pour vous donner une idée, quand les autorités, dans un cadre légal strict, demandent à Criteo, parce que, je sais pas pourquoi, pour de l'antiterrorisme par exemple, est-ce que vous pouvez nous donner ces données-là? On est triste, hein, mais on ne peut pas leur répondre parce qu'on dit je ne peux pas reconstruire, je ne peux pas retrouver parce qu'on a construit nos bases de données de façon qu'on ne peut pas remonter à l'utilisateur dans la base de données de Criteo. Ça, typiquement, c'est quelque chose qu'on pourrait prendre en compte dans l'accompagnement.
et des choses qu'on pourrait avoir des points d'amélioration, c'est qu'on a un règlement sur lequel tout est données personnelles. Il y a quelque chose où on se distingue, et j'ai bien aimé ce que vous avez dit, David, d'autres marchés. C'est-à-dire que, par exemple, on a une protection spécifique pour les données sensibles. Aux États-Unis, on peut faire de la publicité en fonction de la religion des personnes, de leurs avis politiques, etc. On a décidé qu'en Union européenne, ça ne serait pas possible, par exemple, ou en tout cas, il y avait une catégorisation spécifique. Mais pour tout le reste, que ça soit des données pseudonymes, donc des cookies, vous avez tous en tête ce que c'est qu'un cookie, même s'il y a d'autres, évidemment, identifiants techniques, mais ces pseudonymes, j'ai un niveau de protection très fort. On n'arrive pas à citer des cas, on ne voit pas de cas dans les dernières années où il y a eu des dommages pour les personnes, etc. Et pourtant, c'est au même niveau de contraintes réglementaires que mon adresse, mes données de mon adresse, mon compte bancaire, etc. Enfin, des choses qui sont du coup qui m'identifient personnellement et dans lesquelles le risque est beaucoup plus élevé si c'était sur la place publique. Donc c'est là, je pense, où il y a des choses qui pourraient s'améliorer. Certaines autorités de protection des données en Europe le prennent en compte, mais encore une fois, là, on va être dans des interprétations. Donc plus d'accompagnement parce que je pense qu'il y a beaucoup de sociétés qui sont, elles, voilà, de bonne foi et malheureusement, c'est la sanction qui va créer la sécurité juridique pour tout le reste, parce qu'on est dans l'incertitude juridique pour le moment. Juliette, quels seraient les points à améliorer du point de vue peut-être des entreprises, de leur organisation, mais aussi du côté du régulateur? Alors, côté régulateur, pour filer ce qui vient d'être indiqué par Nicolas, je pense qu'effectivement, il y a d'une part l'accompagnement, mais aussi peut-être une plus grande réactivité dans la mise en place de guidelines, de recommandations, parce qu'effectivement, le droit de la protection des données personnelles est quand même un droit qui se construit. Effectivement, on avait un règlement qui aurait dû normalement, d'un point de vue strictement juridique, être immédiatement applicable partout de la même manière. Or, on voit bien que ce n'est pas le cas. Le texte lui-même, d'ailleurs, prévoit un certain nombre de marges de manœuvre sur certaines dispositions pour chacun des États membres. Et c'est vrai que du coup, les régulateurs, parfois, mettent un peu de temps, par souci, sans aucun doute, de bien faire, hein, d'être sûr que la recommandation qui vont sortir est complètement conforme et tient compte de toutes les problématiques et de tous les enjeux. Mais du coup, il se passe un temps certain et pendant ce temps-là, il y a effectivement une incertitude juridique qui met très mal à l'aise les entreprises et en plus de mettre à l'aise, qui peut bloquer certains pans de business ou d'activité parce qu'encore une fois, la donnée personnelle devient absolument clé pour nos entreprises, quel que soit notre secteur d'activité. C'est le cas pour Trido, mais c'est le cas aussi chez Thales, hein, qui développe énormément, qui a vraiment une accélération majeure dans le cadre de sa transformation numérique et qui propose un certain nombre d'offres ou de services centrés sur la data. Donc effectivement, c'est clé et donc il faut absolument qu'on ait effectivement des recommandations beaucoup plus rapides de la part du régulateur sur ces différents sujets. Côté entreprise, il y a quand même déjà, je trouve qu'il y a une montée en compétences des entreprises sur ce sujet de la protection des données personnelles extrêmement important à tout niveau de l'entreprise d'ailleurs, parce que la chance qu'on a avec ce sujet, c'est quand même que ça touche tout le monde, ça nous touche aussi en tant juste que citoyen, pas seulement en tant que collaborateur au sein d'une entreprise. Donc il y a une bonne connaissance maintenant du sujet et je pense qu'à tous les niveaux, hein, que ce soit du top management aux collaborateurs, tout le monde a maintenant quand même une bonne connaissance de ce qu'est la protection des données personnelles et a à cœur en tout cas d'implémenter comme il faut le programme de conformité. Enfin, je sais que nous on a mis en place un programme de conformité et toute l'entreprise va dans le même sens pour appliquer et déployer tout ce programme de conformité. Et j'ajoute un dernier point, ce programme de conformité, pas seulement au niveau européen, mais on voit en plus que les pays adoptent finalement le GDPR comme un standard. En tout cas, on voit que les pays qui adoptent en ce moment des réglementations en matière de protection des personnels se servent beaucoup quand même des apports du RGPD. Nicolas, et j'ajoute qu'il faudrait pas que ça... Un des risques, c'est de freiner l'innovation et que les sociétés s'autocensurent dans ce qu'ils développent. Il y a des idées, il y a des choses, on parle des sandbox qui seraient des sortes d'exceptions dans lesquelles on pourrait travailler, faire de la recherche avant de lancer un produit. On a beaucoup parlé, toute cette matinée, j'ai entendu de ChatGPT. Personnellement, je ne pense pas que ça aurait pu arriver, exister, être conçu en France et en Europe. ChatGPT. Et d'ailleurs, je me demande, j'ai des vraies questions sur la légalité de ChatGPT aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on a scrappé tout le web pour avoir énormément de data pour que les algorithmes et l'intelligence artificielle puissent travailler. Donc, ils ont scrappé tout le web avant 2021. Il y a énormément de données personnelles sur le web.
Et c'est pas parce que c'est disponible que vous avez le droit de le traiter. Et je pense aux juristes là, qui ont des éléments de conformité. Et non, il faut des finalités. Il faut que tu utilises les données pour cette finalité-là. Donc après, je ne veux pas donner d'idées à la CNIL pour cette société qui vient de se lancer. Mais ce que je veux dire, c'est que typiquement, on est en train de parler de la plus grosse innovation. On pense que potentiellement, ça peut remplacer totalement Google, que c'est complètement disruptif. Et ça n'est pas arrivé sur le territoire français et européen. Il faut se demander pourquoi, et ça, il faut le résoudre, parce qu'évidemment, on a envie de créer des champions, de continuer à créer des champions de la tech, et qu'il n'y ait pas que des vieilles licornes, mais aussi des nouvelles. Mesure ta chance, parce que je crois qu'on va avoir une consultation gratuite, là, maintenant, tout de suite. Non, mais effectivement, non, je rejoins complètement ce qui est sur l'innovation, et surtout, ce qui est un peu étonnant, c'est le gap entre l'Europe qui met en place une stratégie de la data, une stratégie du numérique, l'État français aussi, hein, qui mise beaucoup sur le numérique, et finalement, ce qui se passe dans les textes, où effectivement, nous, on demande que ça, de pouvoir innover et avoir un peu de marge de manœuvre. Et c'est vrai qu'elle ne se retrouve pas toujours dans les textes et qu'on a parfois effectivement des autorités qui, en voulant bien faire, font peut-être trop bien. Voilà. Alors on va en arrêter là parce qu'on va rendre, j'allais dire l'antenne, mais en tout cas vous libérer. Effectivement, c'est toute la ligne de crête qu'on voit bien, où il va falloir tenir cette souveraineté exacerbée en quelque sorte, tout en maintenant une forme d'attractivité, ne serait-ce que pour faire venir des capitaux, pour permettre à nos entreprises de croître. C'est en tout cas le débat qu'on vous propose et n'hésitez pas à vous y inscrire, à vous y engager, ne serait-ce qu'en répondant au questionnaire qu'on met à votre disposition. Rendez-vous bientôt pour une suite à ce débat. Passez une bonne journée. Merci à vous deux, Juliette et Nicolas. Merci. Merci David. Merci beaucoup. Merci infiniment. Juste, on vous libère pour la pause déjeuner. Juste un petit mot pour vous dire effectivement qu'on arrive à la fin de cette 3e édition des Assises de la Data Transformation. On espère que vous avez apprécié cette plongée exploratoire dans le mode de fonctionnement de ces entreprises et ces discussions autour de comment ils utilisent l'IA et les données. Juste rapidement, je vais demander à Guillaume Pernoud peut-être de nous rejoindre pour un court petit mot de la fin également. Merci infiniment, merci à tous. Merci beaucoup, Julia. D'abord, je vais commencer par te remercier pour nous avoir accompagnés sur cette nouvelle édition, la 3e, et très régulièrement d'ailleurs tout au long des événements NetExplo. Je voudrais remercier les entreprises qui étaient présentes à nos côtés, qui ont participé à cette 3e édition, qui nous ont livré un peu voilà, la manière dont ils s'y prenaient pour faire de la data un vrai levier de transformation et de performance pour les entreprises. Donc merci à Accor, merci à Carrefour, à EDF, à Safran, à Sanofi et Schneider Electric. Merci aux dirigeants qui sont venus témoigner et à toutes les équipes qui, à leur côté, nous ont aidés à préparer évidemment ces interviews et puis ces cas d'usage. Merci à nos partenaires. Alors, merci à BCG qui a également, à nos côtés, beaucoup participé à la préparation et à l'animation pour aller chercher la bonne information auprès de ces dirigeants et pour partager ces témoignages. Merci à HEC qui nous a accompagnés dans la programmation et avec qui nous animons donc le certificat Data for Manager. Merci à la Villa Numéris et particulièrement à David pour son soutien indéfectible depuis très longtemps. Et merci d'avoir participé à la programmation. Et merci à notre groupe, Les Échos Le Parisien, qui nous a offert une couverture média dans les Échos à plusieurs reprises pour valoriser évidemment l'ensemble de notre écosystème. Merci à toutes les équipes de NetExplo qui ont participé à l'organisation de cette tout simplement matinée. Ils ont fait un travail remarquable pour que vous soyez tous là aujourd'hui. On est très heureux d'avoir vu une salle aussi remplie. Ça nous fait vraiment chaud au cœur. Et on vous donne rendez-vous pour un autre sujet. Je crois que Sylvain l'a abordé le 18 avril à Station F. Cette fois-ci, on ne va pas parler transformation, on va parler plutôt innovation digital et on sera sur un périmètre monde. Chaque année, on observe 2 à 3 000 usages dans le monde grâce à notre réseau de captation. Eh bien, nous allons vous livrer le meilleur d'une année d'observation de l'innovation digitale ainsi que les tendances annuelles. Merci à vous tous. On a le plaisir de vous accueillir pour un lunch et à très bientôt. Merci.